Votre langue contrôle-t-elle votre esprit? Et vous ne l'aviez pas réalisé. Salut, esprit curieux! Vous êtes-vous déjà arrêté pour y penser? Une personne qui parle chinois pense-t-elle de la même manière qu'une personne qui parle espagnol? Je ne parle pas de ça quoi elle pense, mais de comment elle pense. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage en profondeur, un de ceux qui vous changent la façon de voir le monde. Et nous le ferons en descendant ensemble à travers 5 niveaux de connaissance de ce que tout le monde croit savoir, aux secrets qui vous épateront. Je vous promets qu'à la fin, le mot penser aura un sens complètement nouveau pour vous. Commençons par le niveau 1, la surface que tout le monde connaît. Vous en avez sûrement entendu parler, les couleurs. Il y a des langues qui ont beaucoup plus de mots pour certaines couleurs que d'autres. Par exemple, en russe, il n'y a pas un seul mot pour bleu. Ils ont goluboy pour le bleu clair et sini pour le bleu foncé, et pour eux, ils sont aussi différents que le rouge et le rose le sont pour nous. La question évidente est, est-ce que cela les fait voir le monde avec plus de nuances de bleu que nous? Un autre classique, le genre des choses. En espagnol, el puente es masculin. En allemand, die Brücke, le pont est féminin. Et alors? Eh bien, il semble que cela compte. Dans des études, on a demandé à des locuteurs espagnols de décrire un pont et ils ont utilisé des mots comme fort, long, robuste. Les locuteurs allemands ont utilisé des mots comme joli, élégant, svelte. La grammaire semble chuchoter à notre cerveau comment percevoir les objets. Maintenant, voyageons en Australie. Il existe une tribu aborigène, les Gugu Yimitir, qui n'utilisent pas de mots comme gauche ou droite. Ils n'existent pas dans leur langue. À la place, ils utilisent les points cardinaux, nord, sud, est et ouest. Ils vous diraient quelque chose comme « Attention, vous avez une fourmi sur votre jambe sud-ouest ». Ça a l'air fou, n'est-ce pas? Mais cela a une origine fascinante. Pendant des milliers d'années, leur survie a dépendu d'une orientation parfaite dans un paysage sans repères ni rues. Leur langage est devenu une boussole mentale indispensable. Et enfin, le temps. En espagnol ou en anglais, nous parlons du temps comme s'il se déplaçait horizontalement. Nous laissons le passé derrière nous et nous regardons vers l'avant, vers l'avenir. Mais les locuteurs de mandarin, par exemple, le décrivent souvent verticalement. Le mois prochain est le mois d'en bas et le mois dernier est le mois d'en haut. Cela nous amène à une question très simple que nous nous posons presque jamais. Pourquoi tenons-nous pour acquis que le temps est une ligne droite qui avance? Qui a décidé qu'il en serait ainsi? D'accord, couleur, objet genré, boussole dans la tête et temps vertical. C'est ce que nous pourrions appeler la pointe de l'iceberg. Ce sont les faits curieux qui apparaissent dans un post viral, les anecdotes que nous racontons pour paraître intéressants. C'est ce que presque tout le monde connaît sur ce sujet. Mais si c'est ce que nous voyons à la surface, quels sont les moteurs secrets qui l'animent en dessous? Pourquoi ces choses se produisent-elles? Il est temps de nous immerger. Bienvenue au niveau 2. Niveau 2, les mécanismes cachés. Vous vous souvenez des couleurs en russe? La première révélation est qu'il ne s'agit pas de leurs yeux, mais de leur cerveau. Cela se produit grâce à un principe appelé perception catégorielle. Imaginez votre cerveau comme un employé de bureau très paresseux qui adore organiser tout en boîtes. Si votre langue vous donne 2 boîtes séparées, l'une appelée bleu clair et l'autre bleu foncé, votre cerveau les traite comme des choses fondamentalement distinctes. Le langage ne change pas ce que vous voyez, mais il vous donne les boîtes pour le classer. Parlons maintenant d'une règle invisible qui vous oblige à penser d'une certaine manière. On l'appelle obligation grammaticale. Ce n'est pas qu'un hispanophone ne peut pas penser à un objet sans genre, c'est que la langue vous oblige à le spécifier chaque fois que vous parlez. Vous ne pouvez pas dire « j'ai vu une chaise jolie », incorrect. Vous devez dire « j'ai vu une jolie chaise ». Cette règle invisible vous force des centaines de fois par jour à faire attention au genre que nous avons attribué aux choses. C'est un entraînement mental constant et subconscient. Cet entraînement mental nous mène directement à une erreur de fabrication de notre cerveau, le biais de confirmation. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est la tendance de notre cerveau à chercher des preuves qui confirment ce que nous croyons déjà. Par exemple, si vous croyez que votre équipe est la meilleure, vous ne remarquerez que ses bonnes actions et les erreurs de l'adversaire. Eh bien, c'est la même chose avec le langage. Si votre langue vous oblige à appeler un pont féminin, votre cerveau, sans que vous vous en rendiez compte, commencera à chercher activement des caractéristiques élégantes ou sveltes pour confirmer cette étiquette. Le langage crée le soupçon et le biais de confirmation le transforme en certitude. Revenons à la tribu avec la boussole mentale. Cela n'est pas sorti de nulle part. Imaginez un instant être un chasseur-cueilleur il y a 10 000 ans, dans une immense et monotone plaine australienne. Il n'y a pas de rue, pas de bâtiment. Votre seule façon de revenir au camp, de trouver cette source d'eau ou de dire à votre compagnon où se trouve la proie est d'avoir une carte mentale parfaite et partagée. Leur langage n'est pas une excentricité, c'est une technologie de survie polie au fil des siècles. Et voici la clé de l'existence de tous ces mécanismes.
Ils répondent à un besoin humain fondamental, le besoin d'avoir une réalité partagée. Le langage est le ciment qui unit nos esprits. Si dans ma culture, nous utilisons tous les mêmes boîtes pour les couleurs, assignons les mêmes genres aux objets et nous orientons avec la même boussole mentale, nous pouvons collaborer, construire et nous comprendre. Le langage crée un univers mental commun dans lequel nous pouvons tous vivre ensemble. Et le dernier rouage caché change complètement notre façon de voir tout ce dont nous avons parlé. C'est l'effet de cadre ou framing. La façon dont vous présentez l'information change tout. Ce n'est pas la même chose de dire « cette opération a 90% de succès » que « cette opération a 10% d'échec ». L'information est identique, mais la sensation non. Eh bien, le langage est le cadre définitif. Ce n'est pas que les Russes voient une couleur que nous ne voyons pas, c'est que leur langue encadre cette portion de la réalité différemment, les obligeant à y prêter plus d'attention. Ce n'est pas de la magie, c'est du marketing cérébral. Ainsi, en comprenant ces rouages, les boîtes mentales, les règles invisibles, les biais et les cadres, quelque chose change. Nous cessons d'être de simples marionnettes de notre langue et commençons à voir les fils. Comprendre comment cela fonctionne nous donne le pouvoir de, au moins, être conscient de l'architecture de notre propre esprit. Mais si vous pensiez que tout était déjà clair, préparez-vous, car c'est là que l'histoire devient un véritable chaos et que les scientifiques commencent à s'arracher les cheveux. Il est temps de descendre au niveau 3. Niveau 3, le chaos de la réalité. Ici, nous trouvons la première grande controverse, déterminisme linguistique versus relativité linguistique. Il y a deux camps. Le camp dur, les déterministes, disent « votre langue est une prison. Vous ne pouvez pas penser à des concepts pour lesquels vous n'avez pas de mots. C'est comme être enfermé dans une pièce sans fenêtre. » Le camp doux, les relativistes, disent « non, ce n'est pas une prison, c'est plutôt une maison. Le langage vous donne des portes et des fenêtres par défaut, mais avec des efforts, vous pouvez en construire d'autres. » Aujourd'hui, presque personne ne croit à l'idée de la prison, mais le débat sur l'épaisseur des murs de cette maison est plus vivant que jamais. Maintenant, laissez-moi vous confier un secret pour défier une croyance populaire. Vous avez sûrement entendu le mythe selon lequel les Esquimaux ont des centaines de mots pour la neige. Eh bien, c'est faux. C'est une rumeur qui est devenue virale pendant des décennies. Premièrement, il n'existe pas une seule langue esquimau. Deuxièmement, beaucoup de ces langues peuvent créer des mots complexes en ajoutant des préfixes et des suffixes, tout comme nous pouvons dire neige, chute de neige, neiger, tempête de neige. Et pourquoi aimons-nous croire à ce mythe? Parce que c'est une histoire simple et puissante qui semble confirmer une idée hallucinante. Notre cerveau adore les raccourcis, même s'ils sont faux. Et cela nous mène à un paradoxe qui vous brise la tête. Si le langage limitait réellement notre pensée de manière stricte, la traduction serait impossible. Et pourtant, me voilà, vous expliquant en espagnol comment pense une tribu australienne. Comment est-ce possible? Le langage façonne la pensée, mais la pensée semble suffisamment flexible pour sortir de ce moule et en comprendre d'autres. C'est comme si l'eau prenait la forme du verre qui la contient, mais pouvait aussi en sortir et couler librement. Où est la limite? Personne ne le sait. Et voici une objection éthique, un point de vue critique. Il y a un côté obscur à tout cela. Quand nous disons « les Allemands pensent ainsi à cause de leur langue » ou « les Japonais sont plus collectivistes à cause de la leur », nous sommes dangereusement près de tomber dans des stéréotypes culturels simplistes, presque racistes. N'utiliserions-nous pas une idée scientifique fascinante pour justifier de vieux préjugés? C'est une question inconfortable. Où finit la science et où commence la caricature? De plus, cette controverse a évolué avec le temps. Pendant une grande partie du XXe siècle, l'idée que le langage façonne la pensée était considérée comme une absurdité. Les linguistes, menés par des gens comme Noam Chomsky, se sont concentrés sur la grammaire universelle, l'idée que tous les humains naissent avec une sorte de système d'exploitation cérébrale commun. Mais au cours des dernières décennies, grâce à de nouvelles expériences comme celles que nous avons vues, l'idée est revenue avec une force incroyable, mais de manière beaucoup plus nuancée. Le pendule de la science est allé d'un extrême à l'autre et cherche maintenant un juste milieu. Au final, tout ce chaos nous connecte à l'une des questions les plus profondes de la condition humaine. Puis-je vraiment savoir ce que c'est que d'être dans votre tête? Pouvons-nous échapper à la prison de notre propre subjectivité? Le langage est le meilleur pont que nous ayons construit pour connecter les esprits, mais si chaque pont est fait de matériaux un peu différents, sommes-nous vraiment connectés ou juste suffisamment proches pour ne pas nous sentir complètement seuls? Comme vous le voyez, la réalité du sujet n'est pas une histoire ordonnée avec une fin heureuse. C'est un champ de bataille désordonné, rempli de débats, de mythes, de paradoxes et de questions difficiles qui n'ont pas de réponse unique. La vérité est complexe et chaotique. Très bien, vous avez survécu au chaos. Vous avez prouvé que votre curiosité est plus forte que la confusion. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des vrais connaisseurs. Bienvenue au niveau 4. Niveau 4, connaissance experte.
Commençons par un concept que vous ne trouverez pas en cherchant rapidement. Vous vous souvenez que nous avons parlé de gauche-droite versus nord-sud? Les scientifiques appellent cela des cadres de référence spatiaux. La plupart d'entre nous utilisons un cadre égocentrique. Le monde s'organise autour de mon ego, à ma gauche, devant moi. La tribu australienne utilise un cadre allocentrique. Les objets sont liés les uns aux autres en fonction de points fixes dans le monde. Ce n'est pas une simple curiosité. Ce sont deux systèmes d'exploitation fondamentalement distincts pour naviguer dans la réalité. Maintenant, un détail technique, mais je vous l'explique avec une analogie. Les scientifiques se sont demandé, le langage affecte-t-il les tâches qui n'utilisent pas le langage, comme s'orienter dans une pièce les yeux bandés? L'analogie est la suivante. Imaginez que votre langue est le système d'exploitation de votre ordinateur, disons Windows ou macOS. Même lorsque vous n'utilisez aucun programme, le système d'exploitation travaille en arrière-plan, organisant les fichiers d'une manière spécifique. Eh bien, les chercheurs ont découvert que le langage fonctionne de la même manière. Le logiciel du langage, égocentrique ou allocentrique, affecte le matériel de votre cerveau, rendant les locuteurs de langue allocentrique beaucoup meilleurs dans ces tâches d'orientation spatiale. Le langage reconfigure le cerveau à un niveau fondamental. Et nous devons parler d'un héros secret. Tout le monde mentionne l'hypothèse Sapir-Whorf, mais qui était Benjamin Lee Whorf? Ce n'était pas un universitaire dans une tour d'ivoire. C'était un ingénieur chimiste qui travaillait comme inspecteur d'assurance incendie. Vraiment. Et c'est son travail qui l'a mené à cette idée. Il a remarqué que de nombreux incendies se produisaient parce que les travailleurs se comportaient de manière négligente près de barils d'essence vides. Le mot « vide » leur faisait penser qu'il n'y avait pas de danger, alors qu'ils étaient en réalité pleins de vapeurs inflammables. Le mot créait un angle mort mortel. C'est ce travail de terrain, et non la philosophie, qui est à l'origine de tout. Maintenant, la vision rebelle. Une théorie alternative propose quelque chose de très élégant, c'est l'hypothèse de penser pour parler. Elle dit que le langage ne contrôle pas notre pensée tout le temps. Plutôt, c'est comme un filtre qui s'active à l'instant précis où nous allons ouvrir la bouche. Dans cette milliseconde, notre cerveau emballe rapidement nos pensées amorphes dans les cadres grammaticaux que notre langue exige. Ainsi, l'influence du langage ne serait pas constante, mais un coup de pouce qui se produit juste au moment de communiquer. Et voici une donnée contre-intuitive qui complique tout, les bilingues. On pourrait penser que quelqu'un qui parle par exemple espagnol et anglais change simplement de puce mentale. Et ils le font. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'être bilingue semble améliorer la flexibilité cognitive en général. C'est comme si l'effort de gérer deux systèmes linguistiques à la fois entraînait votre cerveau à être meilleur pour résoudre des problèmes, prêter attention et changer de tâche, même pour des choses qui n'ont rien à voir avec le langage. C'est un véritable super-pouvoir cérébral. Et maintenant, le moment Eureka, où tout se connecte. Vous vous souvenez qu'au début, nous avons parlé des couleurs et ensuite des boîtes mentales? Et vous vous souvenez de la théorie rebelle de penser pour parler? Eh bien, des expériences incroyablement spécifiques ont démontré que l'effet du langage sur la perception des couleurs est plus fort dans un hémisphère cérébral que dans l'autre, selon le côté de votre champ visuel où la couleur apparaît. C'est fou! Cela signifie que l'effet n'est pas quelque chose de philosophique et de vague, mais un processus neurologique tangible qui se produit à un endroit et à un moment précis. Soudain, les points des niveaux 1, 2 et 4 s'unissent en une seule image. Atteindre ce niveau de détail n'est pas seulement pour accumuler des données. C'est pour comprendre que ce qui, à première vue, ressemble à de la magie, est en réalité une machinerie biologique et psychologique incroyablement sophistiquée. Voir le monde avec cette profondeur, ce n'est pas seulement en savoir plus, c'est avoir une vision plus authentique de ce que signifie être un humain qui pense. Nous avons atteint la limite de ce qui est su avec certitude. Nous sommes arrivés au bord de la carte. Oserez-vous regarder au-delà, vers la dernière frontière, où il n'y a que spéculation et émerveillement? Allons au niveau 5. Niveau 5, la frontière finale. Imaginez le futur. Et si dans 100 ans, non seulement nous apprenions des langues, mais nous les concevions sur mesure? Pensez à un langage artificiel, un Loglan ou un Lojban 2.0, créé non pas pour parler avec des machines, mais pour hacker notre propre pensée. Pourrions-nous créer une langue optimisée pour la créativité? Ou une conçue pour éliminer les biais cognitifs? Pourrions-nous littéralement installer une nouvelle façon de penser? Et maintenant, la question la plus profonde à laquelle ni la science ni la philosophie ne peuvent répondre aujourd'hui, le mystère des qualia. Pourquoi l'expérience de voir la couleur rouge se ressent-elle comme elle se ressent? Cette qualité subjective, ce rougissement du rouge, est peut-être le plus grand mystère de la conscience. Nous savons que le langage peut étiqueter cette expérience. La question est, le langage peut-il créer ou altérer l'expérience elle-même? La personne russe qui a 2 mots pour le bleu a-t-elle 2 sentis de bleu fondamentalement distincts? Personne sur la planète Terre ne le sait. Cela nous mène à une idée philosophique vertigineuse.
Nous avons toujours supposé qu'il y a une réalité là-bas et que notre langage la décrit simplement, mieux ou moins bien. Mais et si ce n'était pas le cas? Et si une grande partie de la réalité était quelque chose que nous co-créons à travers le langage? Pensez à des concepts comme l'argent, la justice ou une entreprise. Ils n'existent pas dans le monde physique. Ils ne sont réels que parce que nous avons tous convenu, en utilisant le langage, qu'ils le sont. Et si une grande partie de ce que nous appelons réalité objective n'était en réalité qu'une hallucination partagée et consensuelle? Connectons cela à l'avenir de l'humanité. Beaucoup de nos plus grands problèmes, la polarisation politique, les conflits internationaux, l'incapacité à agir sur le changement climatique, sont au fond des échecs de communication. Ce sont des chocs entre différentes réalités encadrées par le langage. Comprendre à un niveau profond comment nos langues construisent nos mondes pourrait être la clé de la survie. La diplomatie du futur ne consistera peut-être pas à traduire des mots, mais à traduire des univers de pensée entiers. Et voici l'idée la plus provocante et la plus ouverte de toute la vidéo. Nous avons toujours pensé que le langage est un outil que les humains ont développé pour décrire l'univers. Et si c'était exactement l'inverse? Et si l'univers, à travers des milliards d'années d'évolution, avait créé la vie et la conscience en nous pour que nous développions le langage comme un outil permettant au cosmos lui-même de commencer à se comprendre? Peut-être que ce n'est pas nous qui pensons. Peut-être sommes-nous le moyen par lequel l'univers, pour la première fois, articule une pensée. Notre voyage à 5 niveaux est terminé. Nous sommes descendus d'une simple curiosité jusqu'à l'abîme de l'émerveillement cosmique. Maintenant, avec cette nouvelle et vaste perspective, il est temps de contempler le tableau complet. Nous avons commencé ce voyage par une question qui ressemble presque à un mème Internet. Les Russes qui parlent, voient-ils le bleu différemment? Et nous avons terminé au bord même de l'existence en nous demandant si nous sommes l'univers prenant conscience de lui-même à travers nos mots. Nous avons voyagé du genre grammatical d'un pont à la nature même de la réalité. C'est l'incroyable distance que nous avons parcourue ensemble. J'espère que maintenant, quand vous penserez au langage, vous ne verrez plus un simple dictionnaire de mots, mais l'architecture invisible qui construit votre esprit et peut-être l'univers entier. C'est maintenant à votre tour. De tout ce voyage, quelle idée vous a le plus frappé? L'inspecteur d'assurance qui a tout commencé? L'idée de concevoir des langages pour pirater l'esprit? Ou cette dernière connexion avec le cosmos? Vraiment, j'ai hâte de lire vos réflexions dans les commentaires. Un immense merci pour votre temps, votre attention et votre incroyable curiosité. Si ces immersions qui vous donnent le vertige vous fascinent, abonnez-vous, car il y a bien d'autres abîmes fascinants que nous allons explorer ensemble.